Bonjour à tous. Donc, comme vient de l'introduire Lucas, Manifesto a invité plusieurs artistes à exposer dans les espaces de Léonard dans le cadre de ce festival. Et du coup, je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui avec moi Côme Di Melio, qui est actuellement exposé dans la cour, avec une de ses œuvres en mycélium. Avant de parler de ton travail artistique, est-ce que tu pourrais un petit peu t'introduire, et toi et ton parcours? Oui, bonjour à toutes et à toutes. Merci beaucoup d'être là et merci Milena pour l'introduction. Moi je suis artiste et j'ai fait les arts déco. Je suis sorti en 2014. C'est une formidable école pluridisciplinaire à la fois sur le beau et sur l'utile que j'espère incarner dans mes œuvres. Et mon travail a été montré pendant 2 années consécutives à Change Now, mais aussi à la Design Week à Milan. Et j'ai aussi également une œuvre qui fait partie de la collection permanente de Ruinart à Reims, qui soutient les artistes engagés pour l'écologie. Merci pour cette petite introduction. Peut-être nous souhaiterions, hop, je me permets, de... Bon. Voilà. Du coup, si tu veux en effet bien introduire ton travail sur toute ta recherche sur le mycélium et comment tu en es arrivé jusque-là. Absolument, avec plaisir. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est comment cet organisme extraordinaire qu'est le mycélium, on peut s'allier avec lui pour créer des nouvelles architectures et restaurer une forme de sentiment d'interdépendance en ville, où on manque parfois de sentiment d'être relié au réseau de vie. Et je vais vous raconter un peu mon parcours artistique et comment j'en suis venu là, parce que je suis persuadé que les artistes ont quelque part un rôle de prospective. Donc je suis certain que mon cheminement intérieur en tant qu'artiste fera écho à certaines de vos problématiques personnelles et peut-être de votre intérêt pour la construction et pour la matière. J'ai cette vision un peu mystique de l'artiste, qu'il canaliserait l'époque et qu'il serait une sorte de diapason de ce qui l'entoure. Mais vous verrez que cette vision un peu cosmique et aussi accompagné de débouchés très concrets. Donc moi, une grande partie de mon cheminement artistique a commencé déjà avec la sculpture aux Arts Déco. J'adorais vraiment les ateliers techniques. On avait la chance d'avoir des techniciens qui avaient vraiment un savoir-faire proche de l'artisanat. Et j'avais vraiment envie de faire exprimer à la matière son charisme pour créer des formes d'état de contemplation par la résonance que la matière peut créer avec notre corps. Et après être sorti des arts déco, j'ai voulu aller encore plus loin dans la matière et presque ce rapport essentiel qu'on peut avoir à la matière à travers la nourriture. Donc j'ai commencé à créer des expériences qui s'appellent Transition Food. C'est des dîners enchantés d'hypnose. Donc par les moments de rêverie, de voyage intérieur que permettent l'hypnose, c'est un peu comme quand on s'endort et qu'on a l'impression de saisir l'unité, le principe de vie qui relie toutes les choses, comme si on arrivait à saisir la vie qui est en nous et la vie qui nous entoure et le principe générateur de toutes les formes. Donc ça peut paraître une expérience assez étonnante, mais en fait au cœur de cette expérience, il y avait cette idée de pouvoir communier avec la matière. Quand on mange, c'est souvent ce besoin essentiel de manger, mais je pense que quand on mange même tout seul ou qu'on communie ensemble, il y a aussi ce besoin essentiel de connexion. Et ces repas avaient vocation à nourrir cette dimension essentielle de notre être, qui est notre part spirituelle. Et pour moi, la dimension spirituelle, c'est notre propension à nous relier à ce qui nous entoure. C'est un peu comme un muscle, c'est quelque chose qui se développe, mais plus un organisme est en vie, plus il est ouvert, plus il se nourrit de l'extérieur et plus il évolue. Une bactérie qui est morte, elle a toute son écorce qui commence à se figer et elle se nourrit plus et ne partage plus avec l'extérieur. Et donc c'est presque plus une définition biologique de la spiritualité qu'une définition religieuse. Et ces repas m'ont vraiment fait comprendre qu'à travers cette matière qu'on transforme tous les jours en énergie, qu'est la nourriture, si on ajoute vraiment cette dimension d'attention qu'on peut lui porter, ça nous ouvre à toute une nouvelle dimension de la matière qui nous entoure. Quand on mange, on communie avec le paysage, avec les transformations, avec les saisons, avec la caresse du soleil sur la terre, avec le savoir-faire ancestral de génération en génération des agriculteurs, avec le sol d'où proviennent toutes les choses qui nous tiennent en vie et qu'on mange. Et cette expérience est devenue essentielle pour moi parce que je cuisinais énormément. Donc j'avais aussi ce rapport de création, de contact avec la matière permanent. Et il y a cette joie, cette intuition folle qui se met en place quand on cuisine, même un peu dans l'adrénaline de l'urgence de préparer la nourriture pour 10 personnes qu'on ne connaît pas. Mais il y a tout le corps qui se met en éveil, on sent les choses, on touche. Enfin, j'avais l'impression que tout mon corps s'illuminait, de penser avec tout mon corps, avec tous mes canaux sensoriels. Tandis que quand je arrivais à l'atelier, je me retrouvais face à des matières synthétiques inertes dont je devais me protéger parce qu'elles étaient toxiques, mais peu chères et faciles à mettre en œuvre.
des résines, des enduits, tout un tas de choses. Donc voilà le type d'architecture qui accueillait ces repas. Et donc à la fois, je comprenais que l'architecture qui enveloppait ces expériences aidait le public, qui n'était pas forcément des fans et des experts de méditation et de pratiques d'état de conscience modifié. Je me rendais compte que vraiment l'architecture, la matière qui accompagnait ces repas avait vraiment aidé vraiment les personnes à rentrer en osmose, en porosité les uns avec les autres et avec ce que j'avais à proposer. Donc à la fois, je savais que je voulais construire, que ça avait du sens par rapport à ma démarche relationnelle et des connexions, mais que j'étais un peu dans une impasse par rapport aux matériaux que j'utilisais. Bah justement, ça me donne envie de poser une question qui est que, en fait, assez rapidement, ton travail a été lié aux ressources, dans le sens où la nourriture est bien sûr une ressource essentielle pour le corps humain, mais aussi, comme tu parles de ce travail relationnel des gens autour d'un dîner, il y a aussi, comme on a pu le voir par exemple hier dans le cadre de la performance, la ressource des humaines, dans le sens où les relations humaines aussi et le lien qu'on tisse les uns avec les autres créent des moments très forts. Et donc en fait, assez rapidement, finalement, la notion de ressources tisse un lien dans ton travail, peut-être de façon plus ou moins inconsciente, jusqu'au du coup aujourd'hui le mycélium, qui est donc peut-être aussi les ressources de demain. Mais je te laisse faire cette transition. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement ton travail, dès le début, finalement, est en pointillé lié par cette notion de ressources plus ou moins large? Tout à fait, c'est une manière très élégante de le formuler. Ce que je cherche à faire dans mes œuvres, c'est un peu de créer des socles pour les êtres humains. C'est quelque part d'avoir des espaces où les ressources intérieures peuvent s'exprimer. En ville, on arpente plein d'espaces qui sont très abstraits, le métro, des bâtiments faits en matière minérale, synthétique ou parfois abstraite, et c'est pas toujours des espaces qui s'adressent à toutes les dimensions de notre être. Et c'est pour ça que le mycélium, cette ressource incroyable, est venu un peu résoudre cette équation et cette impasse dans les matériaux de construction dont je vous parlais. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Et donc ça, c'est le mycélium quand on le cultive dans une boîte de pétri. Vous pouvez voir qu'il a cette forme qui peut rappeler l'iris des yeux, les formes d'organisation d'Internet, les formes des galaxies. C'est comme s'il y avait tout un principe de vie, justement, qui s'exprimait dans cet organisme incroyable qu'on peut retrouver dans les sols, que vous devez connaître par ces nouvelles recherches autour de ce qu'on appelle l'Internet de la forêt, cette forme de grande conscience de la nature où le mycélium interviendrait comme une sorte de réseau d'interdépendance, de connecter les arbres et les plantes dans un grand réseau d'entraide. Là, on peut voir un petit arbuscule de pin qui étend ses racines grâce au réseau mycélien et peut vraiment décupler justement sa porosité et son osmose pour aller chercher à la fois d'autres ressources dans le sol, mais aussi se relier à d'autres organismes. Et à droite, vous avez l'autre capacité du mycélium qui est essentielle pour nos sols, c'est de dégrader tous les matériaux morts pour créer l'humus fertile dont vient toute la nourriture qu'on mange. Et moi, c'est vraiment ces deux propriétés du mycélium dont je tire parti pour créer un matériau de construction. Donc à la fois la dimension symbolique et relationnelle, mais aussi la dimension vraiment physique de transformation, où là, vous pouvez voir en coupe comment on peut transformer le mycélium en matériau de construction. Et le mycélium, donc, il va manger des déchets à base de bois, comme dans la forêt. Donc, c'est un matériau qui est entièrement carbone négatif. Il va piéger du carbone et il va agir comme une sorte de liant. Et au bout d'un moment, pour protéger sa nourriture, il fait cette superbe peau que vous pourrez caresser sur l'œuvre qui est dans la cour, mais que vous pouvez voir sur l'image à droite, qui pour moi fait vraiment l'aspect esthétique et sensoriel du matériau. Et donc, pour moi, le mycélium est venu résoudre plusieurs questionnements dans ce parcours autour de la matière dont je vous parlais. Donc c'était à la fois d'être quelque chose qui soit joyeux à mettre en œuvre. J'avais vraiment envie de retrouver dans l'atelier, dans la fabrication, la joie que j'avais à cuisiner. Et quand on travaille avec un organisme vivant, en fait, on prépare de la nourriture qu'on va donner à son organisme et qu'on va essayer de favoriser par rapport à d'autres organismes qui pourraient pousser dessus. Donc il y a aussi un rapport au sens, aux odeurs. Tous les matins, quand je rentre dans l'atelier, je peux savoir si le mycélium a bien pris, parce que je commence à bien connaître sa signature olfactive. Ça devait aussi répondre à la question d'avoir un matériau qui ait un cycle de vie vertueux, à la différence de ces architectures que vous avez pu voir précédemment, que je devais mettre à la benne à la fin d'une exposition et qui n'avaient vraiment aucune manière de les revaloriser. Et la troisième chose, c'était ce pouvoir de mettre le corps en résonance, d'avoir une matière dont on est presque fait, ou même si on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est quand on est en contact, on a envie de le caresser, de le toucher, de le sentir, et donc ça ouvre sur des états de présence, d'éveil, de disponibilité, qui pour moi sont des états propices à la rencontre, à l'ouverture à soi et aux autres.
Et donc très vite, la mise en forme que j'ai voulu donner à cet allié presque invisible, c'est Mycotemple. Mycotemple, c'est venu de l'intuition que j'allais pas faire une cathédrale baroque avec cet organisme, mais qu'il fallait vraiment trouver une forme qui soit assez évidente et simple pour laisser à cet organisme d'exprimer toute sa magie. Donc cette forme du dôme qui rappelle à la fois les habitats premiers, les grottes, les endroits dont on se protégeait, les endroits liés à la survie, mais aussi l'architecture sacrée, avec cette idée de briques qui convergent et qui créent un mouvement d'élévation. Et je suis persuadé que ces deux types d'architecture sont très proches, parce que quelque part dans les grottes, c'est des endroits liés à la survie, mais on se réunissait autour du feu, on se racontait des histoires et on crée l'imaginaire commun qui permet d'aller au-devant des défis. Et juste pour aussi toujours tirer ce petit fil rouge, à la fois le lien à la ressource, mais aussi toujours à cette rencontre, parce que donc tes dômes sont des lieux où on peut se recueillir. Ton banc est un espace, enfin le banc qui est exposé ici est un espace sur lequel on peut s'asseoir pour échanger, pour toucher donc l'espace sur lequel on est. Et en fait, ça peut être vu comme toujours un lien à ces dîners qui sont aussi toujours ces moments d'échange. Donc ton rapport en fait au mycélium reste dans cette convivialité finalement. À la fois c'est vivant, ça évolue, et les gens en fait qui peuvent interagir avec évoluent à la fois dans leurs relations et dans ces moments de partage. Absolument, c'est à la fois quelque chose de très matériel, très physique, mais dans mon travail artistique, il y a toujours cette relation entre le visible et l'invisible, entre vraiment la pesanteur de la matière et les architectures invisibles des relations que ça peut révéler. Et il y avait cette idée de, quand on rentre dans ce dôme, c'est comme rentrer dans une forme de ventre de la Terre, rentrer dans un autre monde, et il y a un peu une forme de saisissement qui opère. La pensée s'arrête et on se remet à devenir un corps sentant avant de penser. Il y a aussi une acoustique très particulière qui est favorable justement aux connexions. Des personnes qui ne se connaissent pas commencent à s'asseoir en cercle et le moindre murmure est comme une sorte de voix intérieure. Donc d'un coup, les relations deviennent très authentiques, sincères et profondes, avec toujours cette vocation d'espace qui peut potentiellement accueillir des expériences. Et il y a aussi la relation au temps, parce que le but de cette architecture, c'est de pouvoir revenir à la terre. C'est entièrement biodégradable. Le but, c'est de ne pas laisser de traces ou alors de créer de l'engrais. Donc c'est vraiment une architecture sans créer de déchets, mais en créant de l'engrais. Et à l'intérieur, il y a une sorte d'ossature en bois qui va se révéler au cours du temps et qui est entièrement sculptée à la main par des amis, des artistes, des personnes qui ont voulu contribuer, comme si c'était des heures et des heures de patience et d'attention qui avaient été inscrites dans cette architecture. Et d'habitude, le mycélium, il est caché sous nos pieds. Mais là, on a caché quelque chose à l'intérieur qui sera révélé quand il aura disparu. Et c'est très symbolique parce qu'il est à Port-de-Bouc, c'est face aux industries pétrolières de Fos-sur-Mer, un endroit totalement apocalyptique où il y a des flammes la nuit, ces sortes de monstres endormis que sont les supertankers. Le petit panneau jaune que vous voyez, c'est un pipeline qui serpente au pied du dôme. Donc j'ai trouvé ça très fort que cette commande d'un projet européen arrive à cet endroit particulier comme une sorte de graine du futur pour regarder ce monde du passé. Et donc ça a à la fois confirmé mon envie de créer ces espaces de présence, mais il y avait encore quelques blocages. C'était très physique, très artisanal, c'était épique, c'était vraiment génial, mais c'était difficile à répliquer. Donc cette expérience de Mycotemple m'a à la fois confirmé que j'avais envie de créer ces espaces de connexion en ville pour restaurer cette connexion au réseau de vie, au sentiment d'interdépendance, mais qu'il fallait avoir de nouvelles méthodes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'appelle ça les architectures du souffle, avec cette idée de créer tout un processus qui soit comme une forme d'invocation architecturale, de réussir à se libérer des moules, de réussir à se libérer de tous les déchets qui peuvent être générés par la construction, même quand on fait du mycélium, et de réussir à générer ces formes courbes qui ont ces acoustiques, cette propension à nous envelopper, à nous relier. Et c'est les projets sur lesquels je travaille. Et pour vous dire que je ne suis pas le seul à penser ça, je vais vous faire une petite citation de Nietzsche dans Le Gai Savoir. Donc peut-être que je vais la lire avec un ton calme. Je pense qu'il a eu cette intuition dans ces moments de calme de son exaltation habituelle. Il faudra reconnaître un jour, et bientôt peut-être, ce qui manque à nos grandes villes. Des endroits silencieux, spacieux et vastes pour la méditation, des endroits avec de hautes et longues galeries pour le mauvais temps et le temps trop ensoleillé, où le bruit des voitures et le cri des marchands ne pénétreraient pas, où une subtile convenance interdirait, même aux prêtres, la prière à haute voix. Des constructions et des promenades qui exprimeraient par leur ensemble ce que la méditation et l'éloignement du monde ont de sublime. Et cette intuition, elle a été confirmée en 1952 quand le siège de l'ONU à New York a introduit une salle de méditation
avec cette idée qu'on ne peut pas penser l'harmonie du monde si on ne fait pas le silence en soi. Et le but de mes architectures, c'est de créer ces grandes agoras en ville où on puisse à la fois avoir ces moments de calme, mais aussi se relier dans des états de présence accrus. Alors, conclure après Nietzsche, c'est un petit peu compliqué malheureusement, mais peut-être qu'on a juste le temps pour une seule question, si dans le public... Où on pourra aussi se retrouver en bas. Sinon, se retrouver. Et Côme reste dans les parages, et je pense que vous l'avez déjà vu à côté de son œuvre. Donc aussi, si jamais vous voulez échanger davantage au sujet de son travail et de sa recherche, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh!